Bonsoir à tous, le journal de TV78 pour un tour d'horizon de l'actualité locale. Bienvenue dans cette édition du jeudi 19 septembre. Voici les titres. Grande page dédiée ce soir au patrimoine. Ce week-end, ce sont les 36e journées européennes. Focus sur l'orangerie du château d'Annecourt à Gargenville, retenue par le loto du patrimoine. Nous parlerons aussi de l'opération Sauvons nos monuments lancée par le Parisien et la start-up d'Artagnan. Il a pris la route pour sensibiliser au sida. Jérémy Chalon et sa boucle du ruban rouge étaient de passage hier à Évêquemont. La ville a signé l'appel pour demander à la France d'augmenter sa dotation au Fonds mondial de lutte contre le sida. Et puis à la veille du début de la Coupe du monde de rugby, rencontre avec un espoir qui a commencé sa carrière à Versailles, Léo Barré. Il a connu cet été sa première sélection avec l'équipe de France des moins de 18 ans. Mais l'actualité du jour, d'abord, c'est ce déplacement officiel. Nicole Belloubet était ce matin à la CAF, la caisse d'allocation familiale des Yvelines, située à Versailles. Accompagnée de la secrétaire d'État Christelle Dubos, la ministre de la Justice est venue lancer un nouveau dispositif, le service public de versement des pensions alimentaires. À l'heure actuelle, une pension alimentaire sur 3 demeure impayée. Avec le nouveau système, la pension sera désormais versée par l'intermédiaire de la CAF à la demande de l'un des parents ou du juge. Dans 2 jours, ce sont les 36e journées européennes du patrimoine à suivre dans ce journal. Quelques idées de sortie à Saint-Quentin en Yvelines. Mais d'abord, j'accueille mon invité, c'est Romain Delaune. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le CEO de la start-up d'Artagnan. Vous avez lancé avec nos confrères du Parisien Sauvons nos monuments. C'est un appel à projet pour aider à la préservation du patrimoine en Ile-de-France. Beaucoup d'initiatives, dont celle-ci, mais d'autres aussi pour le patrimoine. On pense bien sûr à ce loto qui a lancé il y a quelques semaines sa deuxième saison. L'orangerie du château d'Annecourt à Gargenville sera aidée par cette opération. C'est le seul monument des Yvelines sélectionné par la mission Berne. Découverte de ce patrimoine avec Maxime Abolin et Margot Duroy. Laissée à l'abandon lors du rachat du château d'Annecourt, l'orangerie a été acquise par la mairie en 2015. Ses treillages en bois fait main, mais surtout son plafond peint avec des motifs de feuillage en font un lieu unique. Ce bâtiment donc a ce côté atypique et original, c'est que c'est un bâtiment quasiment unique. Voilà, donc une orangerie aménagée de cette façon, il n'existe pas d'autre en France. Donc c'est ce qui a aussi un petit peu séduit les membres du jury qui ont sélectionné cette orangerie par l'intermédiaire de la Fondation du patrimoine. Mais le monument historique est mal en point. Il y a quelques années, la poutre centrale s'est écroulée à cause des intempéries. Des travaux ont donc été réalisés par la municipalité pour sécuriser l'orangerie. La rénovation est cependant loin d'être terminée. Il faudrait 1,5 million d'euros pour la remettre en état. Il faut commencer par refaire toute la toiture, qui est une toiture un peu à la mansarde en ardoise. Donc c'est déjà par ça qu'il faut commencer pour la mettre totalement hors d'eau et l'assainir complètement. Ensuite, il y a une reprise totale de l'intérieur. La municipalité voudrait que l'orangerie devienne par la suite un lieu culturel. Cette orangerie qui permettra donc, une fois qu'elle sera rénovée, de l'affecter principalement à l'usage culturel, donc en faire un lieu d'exposition, en faire un lieu de concert, un lieu d'échange, un lieu de conférence, voilà, donc toute à vocation culturelle. La durée des travaux dépendra des sommes d'argent récoltées lors du loto, ainsi que des donations de mécènes. Mais la mairie estime qu'il faudra 5 à 7 ans avant que l'orangerie du château d'Annecourt puisse de nouveau accueillir du public. Et le super loto du patrimoine est au programme ce week-end. Des tickets à 3 ou 15 euros sont disponibles chez votre buraliste. Pas que ce loto du patrimoine, je le disais en début d'édition, d'autres opérations aussi lancées pour la sauvegarde de nos monuments franciliens. Romain Delaune, votre start-up d'Artagnan a donc lancé avec le Parisien Sauvons nos monuments. C'est un appel à projet pour aider à la préservation du patrimoine en Ile-de-France et dans l'Oise. Est-ce que l'objectif c'est d'être complémentaire avec ce genre d'opération dont on vient de parler, le loto du patrimoine, parce que tous les monuments ne vont pas pouvoir être aidés par ce biais? C'est tout à fait complémentaire. Le loto du patrimoine, c'est une très belle visibilité pour
cette cause et cette cause nationale qui est la préservation du patrimoine. Et effectivement, avec vos confrères du Parisien et la région Île-de-France aussi, qui va apporter une aide financière aux projets qui sont sélectionnés sur tout le territoire francilien, plus le département de l'Oise, et bien finalement, on va permettre à des monuments de récolter des fonds auprès de la communauté d'Artagnan, des lecteurs du Parisien et une subvention de la région Île-de-France. Donc sur ces départements franciliens et l'Oise, puisque ce sont les zones de couverture de nos confrères du Parisien. Présentez-nous votre start-up, pourquoi elle s'intéresse justement à cette question du patrimoine ? Si vous voulez, lorsqu'on a lancé D'Artagnan il y a 4 ans, on a voulu créer une très grande communauté de défenseurs du patrimoine, mais autour de projets construits. C'est-à-dire qu'on met le patrimoine et les projets patrimoniaux au centre de ce que nous proposons sur le site de D'Artagnan, et on accompagne nos propriétaires de monuments, qu'ils soient privés ou publics, à construire finalement des campagnes de collecte de fonds et les aider aussi dans leur réflexion de savoir s'ils collectent telle somme, comment est-ce qu'ils vont le dépenser pour justement restaurer leur monument et aussi devenir un pôle d'attractivité. C'est-à-dire que préserver un monument, ça contribue nécessairement à l'attractivité touristique d'un territoire, et les personnes qui vont visiter des lieux qui sont en restauration ou qui sont restaurés vont aussi aller au restaurant, dans les hôtels, dans les chambres d'hôtes, et donc forcément, ça bénéficie à tout le territoire. Alors je reviens à l'opération montée avec le Parisien qui aurait dû, je crois, être lancée plus tôt. Il y a eu un événement forcément important, malheureux pour la France, c'est l'incendie de Notre-Dame de Paris. Ça a repoussé quelque peu le lancement de cette campagne, du coup. Ça a repoussé, bien évidemment. Voilà, je ne vais pas dire que le monde s'est arrêté, mais en tout cas le monde du patrimoine s'est un petit peu arrêté pendant quelques jours et quelques semaines avec ce drame. On a souhaité lancer cette opération qui est assez unique, de 2 acteurs privés, un média, une start-up, avec pour la première fois aussi une région qui s'engage à nos côtés, et on pense justement que le public qu'on va réussir à fédérer, comme vous le disiez en début d'émission, sera tout à fait complémentaire avec celui que le loto va toucher. Et finalement, la combinaison des deux fait que des sommes beaucoup plus substantielles pourront être collectées en 2019 et dans les années à venir, parce que l'opération, on a reçu énormément de dossiers déjà, aura certainement vocation à se renouveler en 2020. Donc on est très heureux, et puis j'appelle tous ceux qui nous regardent, les habitants des Yvelines, justement à déposer des dossiers sur le site sauvonsnosmonuments.fr. Alors qui peut justement déposer un dossier ? On rappelle juste, on précise que cet appel à projet est lancé jusqu'au 13 octobre. Qui peut candidater ? Tout le monde peut candidater. On souhaite aider des tout petits projets, des petites chapelles, des petits moulins, des grands châteaux aussi s'ils le souhaitent. Qu'on soit un acteur privé ou un acteur public, on peut candidater. Qu'on soit classé ou pas, on peut candidater. Et ce qui va être intéressant, c'est que finalement, avec le Parisien et la région Île-de-France, on va se réunir en comité, on va sélectionner 2 projets par département, et ensuite c'est le public qui va décider et qui va choisir finalement un projet par département. Il y a un vote. C'est important de donner le dernier mot finalement aux internautes ? C'est important de donner le dernier mot au public, surtout aux citoyens qui vont décider d'affecter leurs dons, de partager l'information sur les réseaux sociaux. Et nous, on trouve que finalement, nous, on a l'initiative, mais c'est finalement le public qui va décider le financement d'un projet, choisir son préféré. Voilà. Et puis ceux qui ne seront pas sélectionnés, on lancera quand même des opérations avec eux après l'initiative. Alors vous avez parlé du calendrier, donc 18 projets sélectionnés dans un premier temps, dont 2 qui concerneront les Yvelines. Il y en aura 2 par département. La sélection, elle va se faire comment ? Parce que vous avez dit que vous avez reçu beaucoup de dossiers. Comment les départager ? Alors, si vous voulez, nous, les projets, on les qualifie. C'est-à-dire qu'on prend contact avec les porteurs de projets, on examine avec eux leur dossier. Forcément, un porteur de projet qui a déjà des devis et qui sait qu'il va engager un montant important, ou pas forcément important de travaux en 2020, forcément, il va marquer des points par rapport à quelqu'un qui a juste une idée, mais qui l'a pas encore coché sur le papier. Donc, on va privilégier les projets mûrs, ceux qui sont prêts à lancer une opération de financement participatif dès la fin novembre. Donc 18 projets, il en restera 9 gagnants qui seront choisis par le public. Le vote se fait sur le site internet entre le 26 octobre et le 4 novembre. Et donc du coup, 9 grands gagnants, il y en aura un par département, pas de jaloux, comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a à la clé concrètement pour les vainqueurs ? Il y a plusieurs choses. Il y a bien sûr une couverture médiatique importante de la part du Parisien, que ce soit dans l'édition départementale et nationale. Il y a un accompagnement de D'Artagnan pour aider le porteur de projet à monter une opération de financement participatif. Donc on a à la fois sur la partie financement et communication. Et la région Île-de-France peut apporter un complément de financement qui peut quand même aller jusqu'à 300 000 € par projet,
à condition bien sûr que le propriétaire du monument engage aussi des travaux. Donc finalement, il y a tout à gagner, se faire connaître, avoir des sous pour se développer, et puis je pense que c'est sympathique aussi d'avoir l'approbation du public et en tout cas sur son territoire. Alors vous le disiez, tout le monde peut candidater. Comment on dépose un dossier justement ? C'est très simple, on a fait le site internet le plus simple et le plus lisible possible. Il suffit de se connecter sur www.sauvonsnosmonuments.fr. Le calendrier est expliqué, il y a une petite fiche à remplir, et dès lors que vous avez rempli votre fiche, nos équipes prennent contact avec vous et puis vous posent des questions pour savoir dans quelle catégorie vous mettre. Est-ce qu'effectivement vous êtes prêt pour 2019 ou s'il faudra peut-être plutôt attendre 2020. On voit le portail s'afficher à l'écran, vous le disiez, depuis le 2 septembre, soit depuis le début du lancement de cette opération. Beaucoup de dossiers ont déjà été déposés. Il y a du succès pour cette opération ? Il y a beaucoup de succès, malgré le fait que ce soit la rentrée des classes. On a eu à peu près une 50aine de dossiers sur tous les départements concernés. Quelques très beaux dossiers aussi dans les Yvelines. Voilà, on espère, en tout cas d'ici le 13 octobre, il reste un petit mois finalement pour déposer d'autres dossiers. Et ce qui va aussi nous permettre d'identifier des monuments qui ont besoin d'aide. Encore une fois, je le rappelle, l'opération est bien construite et très belle, mais ça n'empêchera pas, évidemment, à ceux qui ne sont peut-être pas retenus pour cette année, de travailler que l'année prochaine. Et l'objectif, si vous voulez, c'est vraiment d'aider tout le monde. Il y a besoin de tellement d'argent pour le patrimoine qu'il faut absolument concentrer toutes les initiatives, toutes les forces, qu'on soit une start-up privée comme nous ou d'autres acteurs publics. On rappelle la date, l'appel à projet est ouvert jusqu'au 13 octobre. Les dossiers sont à déposer sur le site Sauvons nos monuments. Merci Romain Delaune. Merci à vous. De la start-up d'Artagnan. Merci d'être passé en plateau. Vous parliez tout à l'heure du soutien financier de l'Île-de-France. L'Île-de-France qui a de son côté aussi lancé ses assises du patrimoine. L'objectif, c'est de mieux valoriser le patrimoine et ses métiers, développer aussi des financements innovants pour la sauvegarde de ces monuments. L'Île-de-France, ça a été validé en conseil régional, vient aussi de labelliser 23 sites comme patrimoine d'intérêt régional 2019. Cette distinction permet à des éléments non classés et non inscrits aux monuments historiques d'être protégés. Les propriétaires de ces lieux peuvent demander des aides régionales pour la préservation. Dans les Yvelines, vous les voyez s'afficher. 6 nouveaux lieux ont reçu ce label. Tir groupé pour les gares avec celle de Villaines-sur-Seine, de Bougival, La Selle et de Versailles, rive droite, qui a été construite en 1839 avec une façade néoclassique. Autre site, la maison de fer de Dampierre ou encore la bourse d'affrètement à Conflans-Sainte-Honorine, vestige de l'activité batelière. Enfin, elles ont été réalisées dans les années 80 et 90. Les œuvres d'art urbain à Saint-Quentin en Yvelines, la porte de Paris de Piotr Kowalski, Méta de Missy Mercado ou encore la perspective de Marta Pan forment un parcours entre Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt. Ce week-end, ce sont donc les 36e journées du patrimoine, un événement en avant-première dès le week-end dernier à Maurepas, où armures et métiers artisanaux du Moyen-Âge étaient de sortie. Un campement médiéval s'est installé à la ferme Prud'homme. Retour sur cet événement avec Manon Varaldo. Remontons le temps et revenons au Moyen-Âge. Les Maurepaziens ont pu retourner au XVe siècle avec la reconstitution d'un village médiéval. Les Maurepaziens connaissent bien leur histoire et d'ailleurs me semblent très passionnés en fait. C'est vrai que d'année en année on s'aperçoit qu'en fait l'histoire est importante pour les Maurepaziens. Frise historique sur le Moyen-Âge, création de photophores pour enfants ou encore reconstitution d'une cathédrale en 3D, des animations proposées par l'association Maurepas d'hier et d'aujourd'hui. Suite à l'émotion suscitée par l'incendie de Notre-Dame de Paris, on a créé cette maquette qui permet d'apprendre le nom des pièces déjà, les contreforts, le chevet, le transept. On recherche des architectes et quand les enfants arrivent, on leur dit bravo, c'était l'architecte que nous attendions, c'était bien vous. Un atelier ludique qui a plu aux nombreux enfants présents. Retrouver les pièces c'était un peu compliqué parce qu'elles se ressemblaient un peu. Donc savoir de quel côté elles se mettaient, c'est un peu difficile mais après ça a été. Un peu plus loin, des armures, des tentes de l'époque médiévale installées par les regrattiers d'histoire. Notre propos, c'est de reconstituer la vie que pouvait rencontrer quelqu'un qui serait rentré dans une bourgade de nos régions, là, en Île-de-France. Le campement médiéval immerge le public dans le quotidien de l'époque. Les visiteurs ont pu découvrir les métiers de la laine et un tisserand, mais aussi les loisirs de l'époque, échasse, chant et harpe. Je fais essayer aussi la harpe puisque c'est un instrument qui est peu fréquent sur les fêtes médiévales et qui est assez peu connu finalement en dehors des grandes harpes de concert. Ce campement médiéval de Maurepas a permis à petits et grands de replonger dans l'histoire et le patrimoine de cette ville qui possède son donjon de cette époque.
Les journées du patrimoine qui se poursuivent ce week-end à Saint-Quentin en Yvelines, au programme du classique avec des visites guidées au théâtre et au Vélodrome national à Montigny-le-Bretonneux. On en parlait tout à l'heure de la perspective, une promenade dans le parc des Sources de la Bièvre ou un voyage dans l'espace grâce aux nombreuses animations proposées à l'Observatoire Versailles-Saint-Quentin. C'est à Guyancourt ou au choix, retour dans le passé au sein du site remarquable de l'abbaye Port-Royal des Champs de Magny-les-Hameaux. Visite conférence le samedi. Multitude d'animations à la commanderie à Elancourt, des visites guidées, jeux de piste ou à découverte libre. À plaisir, c'est original. Outre le château ou l'église Saint-Pierre, un circuit est organisé dans le quartier du Valibou. Des fresques ont été peintes sur les murs, des bâtiments ou sont encore en cours de réalisation. Enfin, à la Verrière, le château s'offre à vous le dimanche, bâti au XVIe siècle avec ses jardins confiés aux plus grands paysagistes de l'époque. Le site est aujourd'hui la propriété de la MGEN. Ces idées de sortie et bien d'autres encore à développer dans l'émission 7-8 Loisirs présentée par Wilfried Richy sur TV78. C'est après ce journal. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ces 36e journées du patrimoine. Et dans le reste de l'actualité yvelinoise, cette initiative pour sensibiliser à la lutte contre le sida, à vélo, à pied et en courant. Et Jérémy Chalon parcourt la France, une mobilisation qui rassemble plusieurs associations et représentants politiques pour signer un appel qui sera envoyé au président de la République. Mathilde Demilly. Évêquemont, c'est la ville-étape qu'il a choisie dans les Yvelines pour s'arrêter et faire signer son appel du ruban rouge. Jérémy Chalon parcourt la France à vélo, à pied et en courant pour sensibiliser les citoyens pour la lutte contre le sida. Une mobilisation qui lui rappelle que les Français ne se sentent pas tous concernés. Je suis arrivé à la mairie d'Évêquemont. Voilà. Donc, en gros, on va diffuser de l'information, on va apporter de la pédagogie pour expliquer que le sida, ça concerne tout le monde, qu'on peut y mettre fin. Ghislaine Senet, la maire d'Évêquemont, se sent très impliquée par cette démarche et se désole que sa ville soit la seule à avoir accepté de recevoir la boucle du ruban rouge. Il y a le sida, mais également le paludisme. C'est assez transpartisan. Donc non, je suis assez étonnée du fait qu'ils n'aient pas voulu accueillir cette démarche. Et je pense que tout le monde doit être mobilisé contre cette maladie. Pour l'association AIDS, il était primordial que la boucle passe en Île-de-France, car c'est la région la plus touchée par l'épidémie. Il y a des personnes qui se contaminent, il y a des personnes qui n'ont pas accès aux soins ou au dépistage. Et d'avoir la maire d'une commune qui décide de s'engager, de signer notre appel, pour nous c'est vraiment quelque chose d'essentiel. La boucle du ruban rouge sera donc bouclée le 10 octobre à Lyon, après 1600 km pour intervenir sur le Fonds mondial de la lutte contre le sida. On parle sport, la Coupe du Monde de rugby débute demain au Japon. À la veille de cet événement, rencontre avec un jeune espoir français, Léo Barré, a commencé le rugby au club de Versailles. Cet été, il a connu sa première sélection en équipe de France des moins de 18 ans. Son portrait est signé par Nicolas Dandry. En plein mois de juillet, au Centre national du rugby à Marcoussis, l'équipe de France moins de 18 ans est en pleine préparation pour une tournée en Afrique du Sud. Au programme, 3 matchs contre les Sud-Africains, les Anglais et le Pays de Galles. Parmi les joueurs sélectionnés, un jeune Yvelinois, Léo Barré. Il est un joueur complet. D'abord, il est très athlétique. Il a une grandeur qui est intéressante pour pouvoir lutter sur les balles aériennes. C'est aussi un très bon communicant, un très bon leader. Pour sa première sélection, Léo s'est illustré en inscrivant un essai face à l'Afrique du Sud. Le premier match de la tournée remporté avec succès 43-19 par les Français. Ça représente beaucoup de jouer pour l'équipe de France. Sportivement, ça m'a fait progresser au niveau rugbystique. J'ai appris qu'est-ce qu'était le haut niveau. Et humainement, ça m'a bien fait mûrir et surtout grandi. Je suis sorti grandi de cette tournée. Aujourd'hui, Léo entame sa 3e année au pôle espoir de Lacanal à Sceaux, une structure gérée par la Fédération française de rugby pour former au sport de haut niveau. En plus de ses études, le rugbyman yvelinois s'entraîne plus de 10 heures par semaine. Ça représente une étape dans la formation d'un jeune, de passer par un pôle espoir. Après, c'est pas une obligation de passer par un pôle espoir, mais je trouve que ça fait progresser quand même le joueur. Ça repart! Créer des déséquilibres. C'est un joueur déjà qui est physiquement qui a des belles qualités
Et puis après, il est assez complet sur la technique individuelle avec bonne passe, bon jeu au pied. Ce qui reste à travailler un petit peu, c'est sa capacité à lire les espaces libres face à des défenses très pressantes et quand on est très près de la ligne. En fin d'après-midi, direction le stade Jules Ladoumègue à Massy pour un entraînement avec son club, sa 5e année dans cette équipe. Le rugby, Léo Barré l'a dans le sang, grâce à son grand-père et son père. Tous les deux anciens joueurs du rugby club de Versailles, il commence à l'âge de 6 ans. Ça fait 3 générations où ça se transmet de père en fils. Chez la famille Barré, on est tous demi d'ouverture ou demi de mêlée, donc on aime bien l'analyse, la vitesse, la technique. On n'aime pas trop le contact, même s'il faut s'envoyer. Aujourd'hui, je me sentirais toujours versaillais que Massy, quoi. Enfin, j'ai commencé à Versailles, mon père était versaillais, mes grands-parents versaillais, mon arrière-grand-père versaillais, donc je me sentirais toujours versaillais, quoi. Il est repéré rapidement par un dirigeant de Massy lorsqu'il joue en catégorie moins de 12 ans. Cette saison, il joue avec l'équipe Crabos du club essonien, avec des entraînements le mercredi et vendredi soir. Je connais Léo depuis qu'il a 10 ans. Voilà, quand il jouait à Versailles, il frappait dans l'œil de tout le monde et nous on n'a pas mis longtemps à le repérer. Là, mon objectif principal de cette année, c'est de faire le tournoi à destination avec les moins de 18. Et suivant ça, je verrai les contacts que j'ai avec les autres clubs. Donc pourquoi pas rester encore quelques années à Massy ou bouger, mais ça sera à voir à la fin de l'année. Pour l'instant, je me base sur une bonne année à Massy. Une voie royale pour ce Versaillais avec l'objectif d'intégrer un jour le 15 de France. Avant de refermer ce journal, cet événement samedi à la salle de la Tour à Voisins-le-Bretonneux, une jolie soirée concert est au programme. Ouverture des portes à 20h, 3 groupes locaux à l'affiche de cet événement préparé par Jolie Prod et Métasauce. Bonsoir Sandra Char. Bonsoir. Vous êtes chargée de communication à Métasauce et bonsoir Thomas Salazar. Bonsoir. Vous êtes jeune cinéaste et également musicien et membre de Jolie Prod. Première question pour vous, c'est la deuxième soirée de ce concept des jolies soirées. Quel est justement le concept ? Alors les jolies soirées, c'est des soirées événementielles en fait autour d'un thème. On avait déjà fait une jolie soirée cinéma en fait qui mettait en valeur des jeunes cinéastes locaux. Et là du coup c'est la jolie soirée concert qui met du coup en valeur des groupes locaux. Cette fois en fait c'est le but des jolies soirées, c'est de mettre en valeur des talents artistiques locaux dans tous les domaines artistiques possibles. Justement les mettre en valeur, ces talents artistiques locaux? Eh bien parce que dans les Yvelines en tout cas il y a beaucoup de talents en fait qui ne sont pas forcément connus assez reconnus à leur juste valeur, et du coup ça permet en fait avec les jolies soirées on peut les mettre en avant pour découvrir en fait le talent et essayer pourquoi pas de les faire monter une étape, de les faire connaître et pouvoir après les produire par exemple ou alors les faire connaître à d'autres gens qui vont en parler autour d'eux et du coup pour que ça puisse peut-être lancer une carrière. L'idée, c'est aussi de créer un échange autour de ces soirées. Bien sûr, un échange. C'est important que les gens se connaissent en fait. C'est-à-dire de faire rencontrer du coup, même dans les groupes à la jolie soirée, qu'ils se rencontrent ou qu'ils rencontrent des gens dans le public qui ont été intéressés et du coup les faire connaître et à gagner en popularité en tout cas et marcher ensemble, que les groupes artistiques en tout cas marchent ensemble pour monter des projets quoi. Alors vous avez monté ce projet justement avec une association locale, Métasauce. Oui. Voilà, c'est normal de s'appuyer sur ces associations locales pour organiser ces soirées. Bien sûr, Métasauce nous a beaucoup aidé. D'ailleurs, on les remercie. Oui, bien sûr. En fait, Jolie Prod, c'est une petite association en tout cas une nouvelle. Et du coup, je pense que ça a été important de s'appuyer sur Métasauce qui nous ont beaucoup aidé pour créer ce concept de jolis concerts du coup. Et oui, c'est important de créer des synergies dans les associations. Parce que ça permet de faire des belles choses. On n'a pas forcément toujours les moyens, forcément les contacts et tout, donc je pense que se mettre ensemble, en tout cas, c'est important. C'est pareil du côté de Métasauce, c'est intéressant, oui, de créer des événements, des synergies avec les associations, proposer des événements communs. Oui, tout à fait. C'est vrai que sur cette soirée, par exemple, on leur laisse carte blanche. Ça veut dire que c'est eux qui décident de la programmation. Nous, ça permet de renouveler un petit peu notre programmation, justement, la programmation qu'on a l'habitude de faire, et puis
puis voilà. Alors Metasos, c'est une association qu'on ne présente plus, ou presque, en tout cas pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas. Votre idée, c'est de mettre en avant, promouvoir les musiques actuelles, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, on est là pour promouvoir les musiques actuelles et amplifier. Et en fait, on fait la promotion des groupes locaux, amateurs ou professionnels, ça dépend. Et le but, c'est de les accueillir et de les accompagner dans nos studios d'enregistrement, de répétition. Puis après, sur notre salle, la salle de la Tour, dont on s'occupe à l'année. Et voilà, c'est effectivement, le but, c'est de les accompagner, de les faire émerger et puis d'encourager justement le développement de nouveaux styles musicaux aussi, un peu alternatifs ou autres. Et de proposer des soirées concerts où vous mêlez justement ces talents locaux avec des groupes professionnels. Oui, ça arrive exactement. Et puis notamment, on a des concerts aussi toute l'année et le festival La Tour Méléwatt en été à chaque fois. Et le but, c'est vraiment de mélanger tout ça, tout à fait. Et de proposer aussi de la musique à tarif accessible parce que nos concerts sont du coup à des tarifs totalement accessible à tous. Alors l'événement là qui arrive, c'est cette jolie soirée concert. Quel est le programme de la soirée ? Alors on a 3 groupes, The Mocking Roosters, Gus River et Majeur. Du coup Majeur, ça va être plutôt de la funk, hip-hop, soul. Il y a un bassiste et une flûtiste si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Et du coup voilà, ils ont des influences vraiment diverses. On va avoir Gus River aussi, je pense que tu les connais particulièrement. Oui, Majeur qui vient du coup de Maurepas. Gus River qui vient de Rambouillet, lui qui fait de la cinématique, enfin pop, un petit peu musique cinématique. C'est vraiment mettre l'accent en fait sur la composition, des ambiances aussi. J'ai eu la chance de le voir en concert et il y a vraiment l'ambiance est extrêmement bien travaillée, aussi très pris. Quand c'est des ambiances un petit peu mystérieuses. On est dedans quoi. Enfin, c'est vraiment comme au cinéma un petit peu. Et on a aussi du coup The Mocking Roosters. Ça c'est un groupe rock qui bouge quoi. C'est en concert ça met beaucoup d'ambiance et qui sortent leur EP samedi et qui sera en vente exclusivement à la fin de la jolie soirée. Et on retrouve toutes les informations sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Je reprécise juste que la jolie soirée concert c'est au programme samedi à 20h à la salle de la Tour à Voisins. Merci Sandra Char, merci Thomas Salazar d'être passé en plateau. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, vendredi, vous avez rendez-vous avec le 7-8 l'hebdo. Marilène Yapichino reviendra sur ce qui a fait l'actualité de la semaine dans les Yvelines. Et le journal revient dès lundi en direct à 18h. Belle soirée sur TV78.